L'histoire est une donnée capitale et majeure, au même titre que la mémoire à laquelle elle est liée intimement. Elle est le souvenir de la génération, la nôtre, celle qui nous appartient de bâtir et de construire, au moins de multiples héritages légués par des héros qui se sont sacrifiés. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un héros, un symbole d'abnégation, de détermination et de combativité, qui a mis à l'autel du sacrifice 27 ans de sa vie pour la défense des égalités entre les peuples et une justice pour tous dans son pays. Sa bataille aujourd'hui a trouvé écho favorable dans le monde entier, ce qui lui a valu d'ailleurs le prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Nelson Mandela. Je m'appelle Maël Toudi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, j'aborde des thématiques variées, notamment sur l'histoire, l'actualité courante et la géopolitique mondiale. Installez-vous confortablement car ceci va vous passionner et par-dessus tout, vous aider à comprendre notre histoire. Nelson Rolihlahla Mandela voit le jour dans un petit village nommé Mvezo, au bord d'une rivière appelée Mbaché dans la province du Cap-Oriental, actuelle en Afrique du Sud. Son prénom Rolihlahla, donné par son père qui signifie enlever une branche d'un arbre, tire ses origines dans la pratique traditionnelle des peuples noirs de la région. Nelson est en effet issu d'une famille royale de l'ethnie des Xhosa qui règne sur une partie du Transkei. Le Transkei, encore appelé Bantoustan à cette époque, étaient tout simplement des provinces ou encore des espaces créés pendant le régime de l'apartheid, non seulement en Afrique du Sud, mais aussi au sud-ouest africain, qui étaient réservés essentiellement aux populations noires et qui jouissaient à divers degrés d'une certaine autonomie. Cette initiative ségrégationniste a été le fait de la classe blanche établie en Afrique du Sud, descendant majoritaire des colons néerlandais, afin d'empêcher le mixage et la cohabitation des races au plus fort du régime apartheid. Apartheid étant un mot signifiant séparation mise à part de la langue afrikaans, parlée en Afrique du Sud par des descendants de colons néerlandais. Le petit Nelson passera donc la plus grande partie de son enfance sur cette terre, entouré par les membres de son clan. Il est initié à la culture et aux traditions ancestrales en digne fils du clan et est formé, comme la plupart des enfants, à la pratique de la chasse et à l'élevage du bétail. Au plus fort de sa croissance, une tendance aussi étonnante que particulière est remarqué de fil en aiguille chez le petit Nelson qui semble développer beaucoup d'intérêt pour l'instruction. C'est alors qu'il est scolarisé et devient le tout premier enfant, le tout premier membre de sa famille à fréquenter une école. Le détail assez particulier de cette partie de l'histoire est que, comme je vous l'ai précisé au début de vidéo, bien entendu, Nelson se fait encore appeler par son prénom tribal. Vous l'avez oublié peut-être, n'est-ce pas? Pas de panique en réalité, je vous le rappelle. Il se faisait donc encore appeler Rolihlahla quand il intègre l'école primaire. Dès lors, son institutrice appelée Miss Dingaan, selon une pratique très courante de cette époque-là, lui assigne le prénom anglais de Nelson. Ce penchant à l'époque chez les Sud-Africains était en partie lié au système éducatif qui était calqué sur le modèle anglais. Et Mandela lui-même affirmera plus tard qu'il ne comprend pas pourquoi Miss Dingaan lui a donné ce prénom. Bref, ce que nous retiendrons, c'est que l'enseignement dispensé dans cette école méthodiste lui permet de recevoir une éducation à la fois africaine, traditionnelle et européenne. Un mixage qui se révélera un atout très important bien des années plus tard. Le coup du sort s'abat malheureusement sur la famille et Nelson devint orphelin suite au décès de son père d'une tuberculose sévère alors qu'il n'a que 9 ans. Une véritable hécatombe familiale qui néanmoins place le petit sous la tutelle de son oncle, un certain régent appelé Jean Gintaba. À la suite de ces événements, il quitte son école et est admis dans une nouvelle située tout près du palais du régent. Nelson, alors âgé de 16 ans, il est brillant et s'inscrit à Clarkbury Boarding Institute où il obtient son Junior Certificate en 2 ans seulement. Alors il est important de noter que usuellement c'est un examen qui se délivre après 3 ans d'études. Il poursuivra ses études à l'école méthodiste dite à Fort Beaufort, fréquenté par la plupart des membres de la famille royale. Une fois diplômé, il rejoint l'université de Fort Hare, ce qui est encore très peu commun à cette époque-là car cette université est la seule qui accepte les étudiants de couleur. De là, il va entamer des études de droit pour y forger son esprit intellectuel et plus tard de combattant. À cette période, Nelson fait une rencontre, sans doute l'une des rencontres les plus décisives de sa vie. C'est la rencontre d'une personne qui deviendra un ami, plus tard un collègue et plus encore un camarade de lutte, un certain Oliver Tambo. Les rapports entre les deux hommes se consolident davantage lorsqu'ils s'intéressent tous les deux aux combats déjà existants
contre les injustices et les inégalités raciales. La flamme pour la défense de la cause des peuples de couleur voit Mandela participer à une manifestation lors de laquelle il est purement et simplement identifié. Conséquence des courses, il se fait renvoyer de l'université. À la fin des années 1930, Nelson est contraint de retourner auprès de sa famille puisqu'il n'est plus éligible aux études et ne sait plus quoi faire de sa vie. Dans le souci donc de tempérer ses ardeurs de combattant dévoué à une cause à laquelle il semble inexorablement se lier et s'engager, son oncle lui fait une étonnante proposition. En effet, son oncle va alors lui proposer de se marier, ce qui n'est pas une mauvaise idée non plus car Nelson est déjà un gros garçon et il est temps pour lui de pouvoir se bâtir sa vie, comme c'est le cas d'ailleurs en Afrique du Sud dans la société à cette époque-là. Nelson ne l'entend pas du tout de la même oreille, refuse la proposition de son oncle et va s'installer dans le ghetto de Kingston à Johannesburg en septembre 1941. Kingston est un bidonville aux portes de la ville de Johannesburg où les habitations sont presque d'apparence artisanale et où la pauvreté et la misère ont établi leur quartier. Nelson découvre pour la première fois et de plein fouet à travers ce périple la réalité de l'asservissement africain. Ceci va marquer un tournant décisif dans la vie de Nelson Mandela et dans l'éveil de sa conscience politique qui prend à bras le corps la cause de ses frères noirs. Dès lors, il enchaîne de nombreux petits métiers par-ci par-là comme veilleur de nuit, ensuite dans des restaurants et tente bien que mal d'y survivre. C'est dans ce contexte de turbulence que Nelson Mandela va faire sans doute l'une des rencontres les plus décisives de son existence. Cette rencontre est celle d'un leader d'un parti politique prépondérant à la défense de la cause du peuple noir contre les inégalités, le Congrès national africain, plus connu sous le nom de ANC. Ben les amis, vous l'avez deviné, ceci n'est nul autre que la rencontre du célèbre Walter Sisulu. Walter Sisulu verra en Mandela un futur leader à travers son fort charisme, sa présence et sa personnalité. Cependant, il lui faut un bagage intellectuel encore. C'est donc dans ce sens donc que Walter Sisulu encourage Mandela à reprendre ses études de droit. Parallèlement, dans presque littéralement tout le pays, les inégalités de race sont au plus fort de leur niveau d'accentuation. Le régime institutionnalisé par les Blancs, descendants d'Anglais et de Néerlandais, divise la société au sens le plus propre du terme. C'est alors qu'on assiste dans les villes du pays à des scènes aussi fantasques que surréaliste. On parle là de la classification des individus, de la séparation des espaces publics et des moyens de transport. Les Noirs et les Blancs n'ont plus ou bien n'ont pas le droit de se fréquenter, partager le même bus, le train, voire même les escaliers et les commerces. N'ont pas le droit au même type d'emploi et ne doivent pas habiter les mêmes quartiers. Autobus pour les Noirs. Tramways pour les Noirs sont interdits aux Blancs sous peine d'amende. D'autres autobus, d'autres tramways, même des bancs de square sont interdits aux Noirs sous peine d'amende. Couloir pour les Noirs, escalier pour les Blancs. Train pour les Noirs, la séparation est totale. Le mixage de races, c'est-à-dire le mélange entre blancs et noirs, est surtout strictement et formellement interdit. Ce régime politique sera baptisé apartheid. Mandela entend faire front à cette injustice raciale et s'implique davantage, bien évidemment, avec ses partisans au sein de l'ANC. Il mobilise à cet effet toute la communauté noire dans des manifestations dites non violentes ou pacifiques, au fin de se faire entendre à défaut de faire plier le régime. Ces manifestations vont alors se faire intenses, principalement dans des zones d'habitation noires dans lesquelles les moyens de transport public sont purement et simplement boycottés. Les populations privilégient la marche à pied. Ces mesures vont alors avoir pour effet immédiat la paralysie de l'activité des patrons blancs qui dès lors ne font plus de rentabilité. En marge de son combat, Nelson Mandela fit la connaissance de celle qui devient sa première épouse. Il s'agit de Evelyn Massé, une infirmière de confession religieuse témoin de Jéhovah. Le couple se marie en 1944 et de cette union naissent 3 enfants, à savoir Tembe Kile, né le 23 janvier 1945, Makato, né le 26 juin 1950 et Makaziwe, né en 1954. Le couple Mandela se sépare en 1957, malheureusement après 13 années de vie commune à cause des nombreuses absences de Nelson liées à sa finalement trop forte dévotion à la cause révolutionnaire et le fait que Evelyn est une témoin de Jéhovah. Pourquoi? En réalité, à cette époque, c'est une religion qui prône une neutralité politique.
Nelson ne conçoit donc pas que son épouse ne se rallie pas à sa cause sous prétexte de confession religieuse. Il enchaîne donc les infidélités et finalement demande le divorce. Sa femme l'apprend dans les journaux. Plus tard, il fait la connaissance de Winnie, celle qui semble enfin le correspondre car elle va partager son combat pour la révolution. Les tourtereaux se marient et auront 2 enfants. Au bout de 10 ans d'études, Mandela devient le premier avocat noir d'Afrique du Sud et ouvre son propre cabinet. Il grimpe alors en notoriété et défend les Noirs dans des procès tout au moins mémorables. Cela donc lui permet de se refocaliser entièrement à ses activités à l'ANC et donc il poursuit avec les manifestations non violentes. C'est d'ailleurs dans l'une de ces manifestations que les choses vont amplement dégénérer. L'un des policiers se sentant menacé de ces manifestations va alors ouvrir le feu sur la foule, ce à quoi réagit spontanément la horde de policiers par le même geste. Le bilan de cet imbroglio est macabre. Et à partir de là, on s'imagine bien que Mandela, fou de rage et traumatisé par ces événements, prendra la décision de changer drastiquement son code de conduite révolutionnaire. L'apartheid, jusqu'ici, n'a été qu'un régime qui s'est illustré par la violence et la répression brutale. Il finit par comprendre que les manifestations pacifiques n'en viendront guère à bout. Il se fera donc nécessaire, voire même crucial, de répondre différemment. C'est un véritable tournant au sein du parti ANC, dont Mandela est depuis quelque peu le vice-président. À l'issue de consultation des cadres du parti, il est décidé de la création d'une branche d'intervention hostile pour faire face au régime ségrégationniste. Cette branche créée par Mandela lui-même sera alors baptisée l'armée révolutionnaire. Pour donc soutenir sa stratégie de lutte armée, Mandela a besoin de fonds et de connaissances militaires. Il va donc alors entreprendre un véritable périple initiatique à travers l'Afrique où il s'enquiert des mœurs et des systèmes de fonctionnement dans les pays nouvellement décolonisés. The Africans want the franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Et pendant ce temps-là, en Afrique du Sud, le régime lance un mandat d'arrêt contre sa personne. Il est alors accusé d'avoir quitté le territoire sans autorisation et de rébellion. Il est interpellé puis arrêté par la police à son retour, jugé et condamné à une peine de prison de 5 ans. L'ANC, son parti politique, se retrouve dès lors privé d'un chef charismatique. À ce moment, Mandela est d'ores et déjà devenu un véritable symbole dans le pays. Bien décidé à supprimer tout esprit de revendication, le gouvernement, par l'entremise de la police, va s'acharner à trouver un moyen de le clouer définitivement. C'est donc dans ce cadre qu'une opération de perquisition importante est donc menée au siège de l'ANC. La police y trouve des plans de sabotage des infrastructures et des commerces blancs. Tous les généraux de la branche sont arrêtés et risquent la peine de mort, y compris Mandela, dont la signature se retrouve sur les plans de sabotage. À ce moment, Nelson Mandela a déjà purgé quelques mois de prison lorsqu'il est inculpé et jugé pour haute trahison. Finalement, il est condamné à la prison à vie et transféré au pénitentiaire de Robben Island, une prison insulaire et l'une des plus impitoyables du pays. Une fois en prison, Mandela décide d'apprendre l'afrikaans. Il lit beaucoup et se cultive pendant ce qui lui reste de temps libre après avoir cassé des cailloux littéralement toute la journée au pénitentiaire. Tout au long donc de sa détention, les protestations se poursuivent, portées cette fois par des militants de l'ANC en exil sur tous les continents. Plusieurs marques, entreprises et événements sportifs sud-africains sont purement et simplement boycottés et la libération de Nelson Mandela exigée. En outre, des méga concerts sont organisés de partout dans le monde, réunissant les artistes les plus prolifiques de l'époque, comme cela fut le cas par exemple d'un concert qui a été organisé avec un record historique de plus de 300 millions de spectateurs, lors desquels le régime de l'apartheid est pointé du doigt et la libération de Nelson Mandela toujours aussi énergiquement réclamée.
Et ça sera le cas littéralement un peu partout à cette époque, et l'opinion internationale ne sera dès lors, ou bien ne cessera dès lors de s'opposer de plus en plus à l'Afrique du Sud et au régime qu'il déploie sur le pays. L'étau ne cesse de se resserrer autour du régime qui multiplie ses exactions pour tuer toute résistance. C'est dans ce contexte de pression que Nelson Mandela sera plusieurs fois transféré dans des prisons supposées confortables à la demande de l'opinion internationale pour calmer l'opinion publique sud-africaine. Tout ceci va donc se poursuivre jusqu'en 1976, lorsque l'introduction d'une nouvelle loi va plonger le pays dans le chaos le plus absolu. Le 16 juin 1976, il est 8 h du matin et la nouvelle vient de tomber à Soweto, à Johannesburg. Le régime de l'apartheid impose sa propre langue, l'Afrikaans, comme langue principale d'enseignement au détriment de l'anglais jusque-là. Dans quelques heures, toute la zone va se retrouver complètement à feu et à sang. En effet, il est compréhensible que les populations noires ne veuillent pas de cette langue, qui est un très fort symbole culturel de l'oppression. Aucun noir ne peut admettre un tel affront. Des milliers d'habitants de Johannesburg seront tués au cours de ces terribles événements. Les images feront le tour du monde et l'ONU prendra ses responsabilités en main. L'Afrique du Sud est mise sur embargo économique et à partir de là, le pays est contraint de vivre en pleine autarcie et se trouve au bord de l'implosion économique. Le gouvernement tente alors désespérément de trouver une issue de secours à la crise et se retourne de manière absolument inattendue vers un seul homme, Nelson Mandela. Le régime lui fera alors la proposition suivante: lâche tout, abandonne la lutte, tes idéologies politiques et nous te rendrons ta liberté. Bien, vous pouvez bien évidemment vous imaginer que c'est une question à laquelle, bien évidemment, Nelson Mandela a répondu par la négative. En 1989, un nouveau président prend la tête de l'État. Il s'appelle Frédéric de Klerk. La préoccupation majeure donc du nouveau président installé est la levée de l'embargo qui pèse sur tout le pays. De Klerk va alors entreprendre une démarche historique, tendre la main à l'ennemi de toujours. Il fait donc une annonce inattendue. I am now in a position to announce that Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster prison on Sunday, the 11th of February, at about 3 p.m. Le 11 février 1990 à 15h15, Nelson Mandela franchit les portes de sa prison avec à ses côtés Winnie Mandela devant le peuple en extase. Ce jour-là, 11 février 1990, une page d'histoire se tourne en Afrique du Sud. Nelson Mandela ist der berühmteste Gefangene der Welt, bis er nach 27 Jahren in Haft wieder erste Schritte als freier Mann machen kann. Outside, crowds of supporters had waited hours for that very first glimpse of the man that most of them had never even seen before. Le monde entier assiste à un moment historique et salue le combat de toute une vie. Une lutte menée avec la plus grande hargne et la détermination la plus inépuisante existante. C'est ainsi que le 30 juin 1991, le régime d'apartheid est supprimé par le président de Klerk. Tous les sacrifices de Nelson Mandela ont bien fini par porter leurs fruits. Mandela aura totalisé 27 ans derrière les barreaux. I stand here before you not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. Le calvaire de la communauté noire ne s'arrête pas là, malheureusement. Le régime vient décider à jouer le tout pour le tout, d'abord dans une tentative désespérée de discréditer le grand leader aux yeux du peuple. En effet, Winnie Mandela est impliqué dans l'assassinat d'un garçon homosexuel de 14 ans. Les médias publient en gros titre dans les journaux « La femme de Mandela accusée de meurtre » et Mandela n'aura donc d'autre choix que de demander le divorce au fin de se protéger du scandale. Ensuite, par le biais de l'organisation d'une véritable mutinerie opposant une partie de la communauté noire opposée à l'idée d'une cohabitation entre les peuples blancs et noirs, bien entre les blancs et noirs. Démasqué d'avoir financé cette insolente mutinerie, le président Frédéric de Klerk est contraint de remettre le sort du pays entre les mains du peuple. C'est donc ainsi que le 27 avril 1994, des élections sont organisées, le peuple appelé aux urnes pour décider de la suite de l'histoire. Le résultat est historique. Nelson Mandela, membre du Parti révolutionnaire ANC, est élu président de l'Afrique du Sud. Mandela dirigera le pays pendant 4 ans, du 10 mai 1994 au 16 juin 1999, avant de céder le flambeau à la postérité.
Les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais juste vous demander encore 3 choses, entre autres celle de vous abonner, de liker et surtout de partager massivement afin que nous puissions produire davantage de vidéos dans ce genre. Portez-vous bien et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Peace.